Aujourd'hui, je vous présente la plus grande fusée à eau que j'ai construite, Neptune. Dans la vidéo précédente, j'ai conçu Triton, un ordinateur de bord pour fusée à eau. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller la voir après celle-ci. Mais cette fois, je vous emmène avec moi dans la construction d'une fusée pour embarquer Triton. C'est parti! Au départ, l'idée c'était de diviser la partie sous pression de la fusée en 3 sections identiques, 3 modules qu'on pourrait visser ensemble. Alors j'ai commencé à couper des bouteilles de 1 litre pour fabriquer un premier module. Je trempe une des 2 bouteilles dans de l'eau à 75 degrés pour qu'elle rétrécisse légèrement et qu'elle puisse s'emboîter dans l'autre. Puis je dois poncer l'intérieur d'une bouteille et l'extérieur de l'autre pour que la colle adhère bien. J'utilise un adhésif polyuréthane que j'applique aux extrémités des 2 bouteilles. Par contre ici c'est très important de ne pas faire comme moi, vraiment mettez des gants si vous voulez pas vous coller les doigts. Et je parle d'expérience. Pour visser les modules entre eux, j'ai créé des coupleurs à partir de bouchons et d'un tube en plastique transparent coupé à la bonne longueur. Après avoir bien poncé les surfaces, j'ai préparé de la colle époxy pour tout coller ensemble. Et là encore, s'il vous plaît, portez des gants. Pour faire passer l'air, fallait percer un trou dans les coupleurs. Le problème c'est qu'à chaque fois que je faisais le trou, ils étaient plus hermétiques. Donc au final j'ai dû faire 5 versions avant d'en trouver une qui marchait correctement. Mais comme le trou est assez petit, j'ai peur que le débit d'air soit trop faible et que ça pose des problèmes au décollage. Puis j'ai fait un test de pression pour m'assurer que le module était assez résistant. Attention à tes yeux. Wow. À 9 bar et demi, le bouchon qui tenait la valve a lâché, mais les bouteilles étaient intactes, donc test réussi. Donc j'ai fait 2 autres modules identiques au premier. Pour la base de lancement, j'ai gardé la même que l'année dernière, mais j'ai modifié le tube de lancement. D'abord je l'ai coupé, puis j'ai poncé un tube de baume à lèvres pour servir de tube interne. Une fois la base de lancement terminée, je l'ai emmenée dehors pour faire des tests. Mais je pense qu'elle a pas trop aimé le froid de l'hiver.
En fait, comme le tube de lancement était trop serré, même à 8 bars de pression, la fusée voulait pas décoller. Et quand elle a fini par partir, un des tubes de la base s'est fendu en deux. Après des réparations, la base était prête pour un deuxième test. Ici, le but c'était de voir à partir de quelle pression la fusée pouvait décoller, et si l'eau était correctement éjectée malgré les tout petits trous des coupleurs. Il fait -9. Wow, on assemble la fusée. Cette fois, c'est le tuyau. Oh non! C'est nouveau ça. Cette fois-ci, c'est le tube de lancement lui-même qui a lâché, donc je n'avais pas le choix, je devais construire un tout nouveau pas de tir. Voilà donc la base de lancement complétée avec un système pour retenir la fusée. J'utilise une bouteille coupée comme ressort avec un tube en PVC par-dessus. Et puis derrière, il y a des colliers de serrage qui viennent se positionner par-dessus le goulot de la bouteille. Et avec un tube en PVC autour, ils sont bloqués là, donc c'est ça qui va retenir la fusée avant le décollage. Et si on attache une corde, on peut compresser le ressort, donc lancer la fusée à distance. Il était enfin temps d'intégrer l'avionique, Triton. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une vidéo dédiée à la conception de l'ordinateur de bord, donc je vous conseille d'aller la regarder après celle-ci. Après avoir fait des trous dans une bouteille pour les boulons, le servomoteur et la caméra, j'ai pu visser en place les supports imprimés en 3D. Au départ, je voulais utiliser cette caméra grand angle qui a un champ de vision de 160 degrés, mais j'avais des problèmes avec, elle arrêtait pas de faire réinitialiser l'ordinateur. Donc au final, j'ai dû me rabattre sur cette caméra qui a un champ de vision plus petit de 66 degrés. Je l'ai montée à l'extérieur, légèrement inclinée vers le bas pour faire de belles images. Donc on peut simplement visser la baie électronique en place, et puis enfin j'ai imprimé en 3D une ogive qui se glisse sur le dessus. Ensuite, j'ai fabriqué le parachute à partir d'une nappe en plastique que j'ai pliée en 4, puis que j'ai découpé pour faire un octogone. J'ai rajouté des bouts de scotch pour renforcer les coins, et j'ai attaché une ficelle en nylon à chaque coin. Quand j'avais terminé, je me suis rendu compte que le parachute était largement sous-dimensionné, donc j'en ai refait un beaucoup plus grand. Voilà donc à quoi ressemble le système d'éjection du parachute. Il s'agit du système radial de chez US Water Rockets. On range le parachute plié dans son compartiment, on met le couvre-parachute autour, et puis enfin on enroule l'élastique et on l'accroche au servomoteur. Pour trouver le profil optimal des ailerons, j'ai modélisé la fusée sur le logiciel OpenRocket. Comme ça je pouvais voir où était le centre de portance de ma fusée par rapport au centre de masse, pour essayer d'avoir une fusée la plus stable possible. J'ai découpé les ailerons dans une planche de mousse et j'ai trouvé un modèle paramétrique à imprimer en 3D pour aligner mes ailerons, donc j'ai ajusté les paramètres aux dimensions de ma fusée et je l'ai imprimé. Grâce à ça, je saurai que mes ailerons seront parfaitement droits. J'ai poncé la surface de la bouteille avant d'y coller les ailerons avec de la colle époxy. Et pour finir, j'ai rajouté des chanfreins de colle pour que ce soit bien rigide.
Entre temps, j'ai acheté des nouveaux coupleurs au lieu d'utiliser ceux que j'avais fait moi-même, parce que je me disais que ça marcherait mieux. Je peux donc enfin assembler la fusée au complet. On décompte. 5, 4... Bien sûr, ça n'a pas marché du premier coup. Bah non, sinon ça aurait été trop facile. À chaque fois, il y avait un nouveau truc qui allait pas. Un coup, le parachute se déployait n'importe comment, un autre coup, il y avait des fuites de partout et c'était impossible d'atteindre la pression que je voulais. Parfois, juste les bouteilles explosaient sans prévenir. À chaque fois, je reconstruisais ce que je pouvais. En tout, j'ai dû remonter la fusée au moins 3 fois. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes coupleurs ne tenaient simplement pas la pression. C'est là que j'ai laissé tomber l'idée d'assembler la fusée en morceaux et que je me suis contenté de coller bout à bout 8 bouteilles en espérant que cette fois-ci, ça tiendrait. À force de réparer la fusée, bouteille par bouteille, je suis arrivé à un point où il n'en restait plus aucune d'origine. Alors, quand j'ai vu ce dernier assemblage prendre enfin son envol, je me suis demandé si c'était encore la même fusée, s'il s'agissait toujours de Neptune. Ça marche? Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Magnifique. Wow. Wouhou! Non, c'est flou. Il y avait trop un parachute. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Mais non, rangez vos mouchoirs. De toute façon, c'est l'heure de la partie la plus intéressante, l'analyse des données. Ah non, mais partez pas, hein. Vraiment, je vais essayer de faire au plus court, promis. Maintenant, on peut regarder les données de vol enregistrées par Triton. Donc voilà le contenu de la carte SD. Ici, on a les 4 premiers lancements qui ont échoué, et puis le dernier, c'est le seul vrai vol. Alors, à l'intérieur du dossier, on a la vidéo embarquée que vous venez de voir, et puis 2 fichiers CSV, un fichier de statistiques et un fichier de log. On peut les ouvrir avec Excel. Donc voilà les statistiques du vol. Tout d'abord, on a l'apogée, la fusée a volé à 107 mètres d'altitude, donc je suis super content. Ensuite, on a la vitesse maximum qui est de 44 mètres par seconde, ce qui correspond à 158 km/h, donc c'est plutôt pas mal. L'accélération maximum mesurée est de 16 G, sauf que justement le capteur que j'ai utilisé était limité à 16 G, donc en vérité ça devrait être plus que ça. L'apogée a été atteinte à 5,55 secondes, mais le temps que ce soit détecté, on était à 5,99 secondes quand le parachute a été déployé. Le temps de vol, c'est censé être le temps entre le décollage et l'atterrissage, mais là comme l'atterrissage a été détecté beaucoup trop tard, il pense que le vol a duré 113 secondes, mais en vérité c'était plus comme 30 secondes. Puis on a des données plus techniques comme le voltage de la batterie, l'espace de la carte SD utilisée par ce vol, la résolution de la vidéo, les FPS de la vidéo, puis la fréquence de log qui est de 48 Hz, donc les données ont été loguées 48 fois par seconde. Et justement ces données, regardons-les. Voici les données collectées tout le long du vol, donc il y en a énormément. En fait c'est censé s'arrêter automatiquement après l'atterrissage, mais encore une fois l'atterrissage a été détecté trop tard, donc ça continuait d'enregistrer des données même quand la fusée était au sol. Mais si on a juste des chiffres comme ça veut un peu rien dire, donc on va faire des graphiques pour y voir plus clair. Donc voilà, j'ai affiché quelques graphiques et normalement on devrait trouver des trucs intéressants. D'abord on peut se concentrer sur l'altitude par rapport au temps. Ici on voit que la fusée monte jusqu'à atteindre son apogée de 107 mètres à 5 secondes et demie. Puis elle commence à redescendre et là le parachute s'ouvre pour un atterrissage en douceur à 30 secondes. Ensuite on peut regarder la vitesse par rapport au temps. Ce qu'il faut savoir c'est que la vitesse elle est calculée strictement par rapport à l'altitude, donc c'est pas super précis, mais ça peut quand même être intéressant pour se faire une idée. Ici on peut voir que la fusée accélère jusqu'à atteindre une vitesse de pointe de 44 mètres par seconde à 1 seconde 4 du décollage. Donc après 1 seconde 4, la fusée a atteint la fin de sa poussée. Puis la vitesse diminue jusqu'à l'apogée où là elle devient carrément négative, c'est-à-dire que la fusée au lieu de monter, elle descend.
Et comme le parachute a mis du temps à s'ouvrir, la fusée elle continuait d'accélérer vers le bas, donc elle a quand même atteint une vitesse de 22 mètres par seconde et c'est là que le parachute s'est ouvert. Ok, maintenant on peut regarder l'accélération. Le truc qu'il faut savoir, c'est que l'accéléromètre que j'ai utilisé, le MPU 6050, en fait il est pas du tout fait pour les fusées. En fait c'est ce qu'on retrouverait dans un téléphone, donc il va que jusqu'à 16 G d'accélération. Et avec une fusée, 16 G c'est une limite qui est assez rapidement atteinte. Là en l'occurrence en 0.2 secondes. Donc les données du capteur ici elles sont pas du tout précises, mais ça peut quand même être intéressant pour le reste du vol. Par exemple, autour de l'apogée, on peut voir que la fusée était en apesanteur avec une accélération de 0 G. Puis elle a commencé à accélérer vers le sol et quand le parachute s'est ouvert, bam, elle s'est pris une accélération de moins 8 G, donc c'est assez violent. Et pendant le reste du vol, on peut voir que ça fluctue beaucoup. Ça c'est parce que l'accélération elle est basée sur l'axe vertical de la fusée. Donc dès que la fusée est un peu inclinée sur le côté, ça fait varier l'accélération verticale. Et enfin à l'atterrissage on a une pointe d'accélération positive de 5G, ça je sais pas trop comment l'interpréter parce que juste après on a moins 1G, ce qui correspondrait au moment où la fusée a touché le sol. Mais en tout cas c'est assez intéressant parce que pour détecter l'atterrissage, je pourrais me baser sur l'accélération au lieu de me baser sur les variations d'altitude comme je le faisais avant. Ensuite on peut regarder le roll. Le roll c'est en fait la rotation sur elle-même de la fusée. Normalement si les ailerons sont bien collés et droits, on devrait avoir une fusée qui tourne pas trop sur elle-même pendant le vol. Ça permet non seulement d'avoir un vol plus stable, mais aussi d'avoir de plus belles images sur la caméra embarquée. Donc on l'avait bien vu sur la vidéo, maintenant on le voit aussi sur le graphique, mais la fusée a vraiment pas beaucoup tourné pendant le vol. Vraiment elle a juste fait une rotation de 193 degrés, ce qui correspond seulement à une demi-rotation, donc ça c'est super. Après bien sûr lors de la descente les valeurs sont plus intéressantes. Et voilà, on a fait le tour des données que je trouvais intéressantes. En tout cas, je suis super content du projet, Triton fonctionne. Alors sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. C'était Maël, salut!